Ma fille de 15 ans et moi avons été bannis du mariage de la sœur de ma femme. Nous n'avons invité que des élites. Je ne veux pas que vous ayez l'air déplacé. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, nous ne serons pas présents. Mais à l'approche de Noël, j'ai apporté un changement discret, et toute la famille a perdu les pédales. Chapitre 1, vous n'avez pas votre place ici. Je me souviens encore de la façon dont ma fille m'a regardé après l'appel, ses grands yeux confus cherchant sur mon visage une explication que je ne pouvais pas me résoudre à prononcer à voix haute. Quoi ? A demandé ma fille doucement. J'ai dégluti la boule qui s'était formée dans ma gorge. Ta tante a dit que le mariage était réservé aux élites. Nous n'avons pas été invités. Ma fille a cligné des yeux. Nous ne sommes pas de la famille ? Ils pensent que nous aurions l'air déplacés, ai-je dit, forçant un ton calme. Mais ne t'inquiète pas, nous n'y allons pas. Elle est restée là, essayant de digérer l'information. À 15 ans, intelligente comme un fouet, déjà confrontée aux cliques du lycée et à la cruauté sociale, on lui disait maintenant qu'elle n'était pas assez bien pour la famille de sa propre mère. Ce n'était pas seulement le rejet qui piquait, c'était l'hypocrisie. J'étais mariée à ma femme depuis près de 20 ans. J'avais eu 2 emplois pour nous maintenir à flot pendant les premières années, je l'avais soutenue pendant ses études d'infirmière et j'avais remboursé la 2e hypothèque de ses parents quand ils étaient noyés sous les dettes. J'étais le gars qui réparait leurs tuyaux cassés, gardait leurs enfants, conduisait leur mère à ses rendez-vous quand personne d'autre n'avait le temps. Et maintenant, on me traitait comme une mauvaise herbe qui avait réussi à s'introduire dans leur pelouse soigneusement entretenue. Non seulement cela, mais ma fille, qui fabriquait autrefois des cartes de Noël faites à la main pour chaque membre de leur famille, était maintenant mise de côté comme une sorte d'embarras qu'ils ne pouvaient pas montrer aux invités chics. L'insulte finale ? Ma femme était d'accord avec eux. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle n'a même pas sourcillé. Ce n'est pas à propos de toi, a-t-elle dit froidement. C'est à propos de l'image. Ma sœur épouse une famille de médecins et de cadres. Toi, tu travailles de tes mains. Tu ne comprends pas leur monde. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas combattu. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, nous ne serons pas présents. Elle a levé les yeux au ciel. Essaie de ne pas faire de cela une affaire personnelle. Je ne l'ai pas fait. J'en ai fait une affaire qui nous concernait, nous. Ma fille et moi, et le geste discret que j'ai fait juste avant Noël. Eh bien, disons simplement que cela a effacé les sourires suffisants de chacun de leurs visages élitistes. Chapitre 2, Invitation et calcul de Noël. Les semaines qui ont suivi le rejet du mariage ont été étrangement calmes. Ma fille s'est plongée dans ses études et a évité les questions de ses camarades de classe sur la raison de son absence au mariage glamour de sa tante. Elle n'a rien dit, mais je savais que cela la piquait. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos du grand événement, lustres étincelants, discours arrosés de vin, sourires forcés et une photo particulièrement suffisante de ma femme, bras dessus bras dessous avec sa sœur, comme si elles étaient de la royauté. Je suis resté silencieux. Mais je n'étais pas inactif. Au lieu de mijoter dans l'amertume, j'ai fait des heures supplémentaires et des appels téléphoniques attentifs. Il y avait une chose que j'avais toujours bien faite, réparer les choses. Les tuyaux qui fuient, les chaudières en panne, les familles brisées. Et maintenant, j'étais sur le point de réparer cette injustice avec quelque chose de bien plus puissant qu'une clé à molette. À la mi-décembre, j'avais discrètement effectué quelques démarches, financières, juridiques et personnelles. Et puis, j'ai fait quelque chose de petit, mais de dévastateur. J'ai imprimé des invitations de Noël, élégantes, embossées, scellées avec du papier d'or. Elles étaient adressées non seulement à la famille de ma femme, mais à tous les invités de leur mariage, amis, collègues, même les riches parents du marié. L'invitation disait « Célébration de la veille de Noël, organisée par James et Emily, père et fille. Vous êtes cordialement invités à une nuit de chaleur, de gratitude et d'héritage. Code vestimentaire, venez comme vous êtes, car aucun titre ou richesse n'aura jamais plus d'importance que le caractère. » C'était subtil, mais le message était clair. Je les invitais chez nous, non pas parce que je m'attendais à ce qu'ils viennent, mais parce que je voulais qu'ils réalisent quelque chose de bien pire, ils étaient exclus de quelque chose de réel. Et puis,
la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Le 20 décembre, ma femme est rentrée chez elle pour trouver ses affaires soigneusement emballées dans des cartons. Un dossier imprimé était posé dessus, une copie des papiers de divorce, plus important encore, un contrat immobilier. « Attends, qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, soudainement pâle. « Cette maison n'est plus à ton nom », ai-je dit sèchement. « Vérifie les documents. » Elle a feuilleté les papiers. Ses lèvres bougeaient tandis qu'elle lisait les signatures, les dates, les avis de transfert. « Que as-tu fait ?» J'ai souri légèrement. J'ai fait ce que je fais toujours, j'ai réparé quelque chose de cassé. Et ce n'était même pas le clou du spectacle, car juste 3 jours plus tard, la veille de Noël, toute la famille s'est présentée, vêtue de vêtements étincelants et de sourires forcés, seulement pour être arrêtée aux portes. Un agent de sécurité leur a remis un message dactylographié que j'avais laissé. Joyeux Noël. Malheureusement, cet événement est pour la famille, pas pour les opportunistes, pas pour les élitistes, et certainement pas pour les traîtres. Si jamais vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie classe, essayez l'humilité. Ils étaient furieux. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car le lendemain matin, la véritable vengeance a éclaté. Chapitre 3, les échos de l'humiliation. Le matin de Noël est arrivé avec un soleil doré et éclatant. À l'intérieur de notre modeste maison, Émilie et moi avons échangé de simples cadeaux, un croquis fait à la main de sa part, un journal relié en cuir de la mienne. Pas de lustre fantaisie, pas d'invité en smoking, juste de la chaleur, de la musique et de la paix. Le genre de paix que seule la vérité peut apporter. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la famille de la sœur de mon ex-femme était en pleine gestion des dégâts. Vous voyez, l'humiliation de la veille était devenue virale. L'un des invités, une célébrité mineure, avait diffusé en direct le moment embarrassant où ils avaient été refoulés aux portes avec la note à la main. Le stream a capté ma belle-mère s'exclamer « Savez-vous qui nous sommes ?» et être accueilli par les rires de la foule grandissante derrière la ligne de sécurité. En quelques heures, des clips avaient fait surface sur tous les réseaux sociaux, famille privilégiée expulsée d'une fête privée après avoir interdit au père et à la fille d'assister au mariage. Les commentaires étaient brutaux, bien. Ce père est une légende. Qui bannit sa propre nièce d'un mariage? Le karma a frappé comme un camion. Imaginez être humilié de la sorte devant le monde entier. Et les conséquences ont été immédiates. La sœur, qui se vantait d'être une influenceuse lifestyle, a commencé à perdre des parrainages. Un accord avec une ligne de vêtements de luxe a été discrètement annulé. L'emploi de mon ex-femme, déjà en péril après plusieurs plaintes aux ressources humaines, a été remis en question lorsque quelqu'un a lié son nom à l'humiliation virale. Elle a été mise en congé immédiat, mais rien de tout cela ne se compare à ce qui s'est passé à l'école d'Émilie. Après les vacances, elle est revenue et a été accueillie comme une reine. Élèves, professeurs, même le directeur avait vu la vidéo. Et puis l'un des professeurs, qui était également blogueur, a écrit un article émouvant intitulé « Le plombier qui a donné une leçon de classe aux élites ». Il a été partagé 200 000 fois en 2 jours. Soudain, nos vies tranquilles sont devenues le symbole de quelque chose de plus grand, la dignité, la résilience et le triomphe du caractère sur le statut. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel d'un homme que je n'attendais pas, mon ex-beau-père. Sa voix était tremblante. « James, je crois que nous vous devons tous, à toi et à Émilie, des excuses. » Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'installer. Et puis il a chuchoté, « S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Nous sommes en train de tout perdre. » J'ai finalement répondu, « Vous avez déjà mis à la porte le seul homme qui pouvait arranger les choses. » Puis j'ai raccroché. Chapitre 4, la lettre d'Émilie et l'effondrement d'un héritage. Une semaine s'est écoulée depuis les retombées de Noël. Les médias avaient porté leur attention sur de nouvelles histoires, mais pour la famille autrefois fière et élitiste, la honte persistait comme une pourriture sous un marbre poli. C'est alors qu'Émilie est venue me voir, tenant une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en la recevant. « Une lettre » a-t-elle dit simplement. « Pour tante Clarissa. Je veux dire quelque chose. Pas par colère, mais parce que j'en ai marre de les laisser définir qui nous sommes. » J'ai ouvert l'enveloppe et lu « Chère tante Clarissa,
je n'ai peut-être pas de robe de créateur, un nom de famille qui mérite d'être googlé, ou un beau-père avec un yacht privé, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, un père qui est resté. Vous nous avez traités d'indignes. Vous l'avez traité de bas de gamme. Pourtant, quand votre mariage scintillant s'est effondré dans la disgrâce publique, ce ne sont pas vos amis haut de gamme qui vous ont sauvé. C'était un homme qui est resté silencieux alors qu'il aurait pu vous détruire. L'homme que vous avez moqué à chaque dîner. Je n'ai pas besoin d'assister à vos fêtes. Je ne veux pas de vos invitations. Je veux juste que vous sachiez que je n'ai pas honte de mon père. Je suis fière de lui. J'espère qu'un jour vous apprendrez la différence entre le statut et le caractère. Parce qu'en ce moment, vous êtes riche dans le premier et en faillite dans le second. Sincèrement, Émilie. J'étais sans voix. Les larmes me piquaient les yeux, mais j'ai gardé ma voix égale. Tu es sûre de vouloir envoyer ça? Elle a hoché la tête. Je n'ai plus peur d'eux. Je veux juste qu'ils sachent ce qu'ils ont perdu. Elle a posté la lettre elle-même. 3 jours plus tard, le mari de Clarissa a demandé la séparation. Apparemment, le scandale avait révélé plus que de simples mauvais comportements, il avait exposé une fraude financière liée aux affaires de Clarissa. Un par un, son monde s'est effondré. Son manoir a été mis en vente. Son compte Instagram a été piraté et des messages divulgués ont révélé comment elle parlait réellement même de ses amis les plus proches. Les parrainages ont disparu, sa réputation publique a été ruinée. Et mon ex-femme, elle est apparue à ma porte, les yeux rouges, le maquillage coulant. James, s'il te plaît, tu dois m'aider. Clarissa, elle est en train de s'effondrer. Et moi, j'avais tort à ton sujet, à propos de tout. Je l'ai regardé, non pas avec haine, mais avec clarté. Tu n'as pas seulement trahi moi. Tu as trahi notre fille. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Elle est tombée à genoux. S'il te plaît, dis-leur juste que tout n'était qu'un malentendu. Parle aux médias. Tu es le seul qu'ils croiront. J'ai penché la tête, puis j'ai prononcé les mots qui ont tout terminé. L'homme dont vous avez ri. Celui que vous avez jeté comme une ordure. Il ne vit plus ici. J'ai fermé la porte. Chapitre 5, le dernier toast. Un héritage réécrit. 3 mois se sont écoulés. Le scandale avait fait son chemin. Le cercle social de mon ex-femme s'était évaporé. Clarissa était aux prises avec des poursuites. Leur empire d'image et d'élitisme réduit en cendres. Pendant ce temps, Émilie et moi avons prospéré. J'ai accepté une invitation à parler à l'école d'Émilie, lors de la journée des carrières. Lorsque je suis entrée dans l'auditorium vêtue de mon uniforme, j'ai vu le doute dans les yeux de certains enfants, jusqu'à ce qu'Émilie se lève pour me présenter. C'est mon père. Il est plombier et c'est l'homme le plus loyal, travailleur et honnête que je connaisse. Si votre maison était inondée demain, c'est lui que vous appelleriez. Si votre vie s'effondrait, c'est toujours l'homme que vous voudriez. Il y a eu un silence, puis des applaudissements. Certains professeurs ont même eu les larmes aux yeux. Ce soir-là, j'ai emmené Émilie dîner dans un endroit modeste mais confortable. Pas de costume, pas de caméra, juste un père et sa fille profitant de la paix. À mi-chemin de notre repas, le serveur est arrivé avec une bouteille de champagne. Offert par le monsieur au bar, a-t-il dit. Nous avons regardé et vu un homme en costume lever son verre. Il s'est approché. Monsieur Bennett, a-t-il demandé. Oui, j'ai lu votre histoire dans le journal, la vraie, à propos de votre fille, de votre force tranquille, de la grâce avec laquelle vous avez tout géré. Je dirige une initiative nationale pour soutenir les artisans qualifiés et promouvoir la dignité au travail. Voudriez-vous prendre la parole lors de notre sommet le mois prochain? J'ai cligné des yeux. Vous voulez moi? Il a souri. Non, monsieur. Nous voulons l'homme qui n'a pas craqué, même quand tout le monde riait. Des semaines plus tard, je me tenais sur une scène, face à une foule de milliers de personnes. Mon discours était simple. Il m'appelait un moins que rien, une blague. Il riait parce que je réparais des toilettes, pas que je dirigeais des réunions de conseil. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la voiture qu'il conduit ou à la marque de sa montre. Elle se mesure aux promesses qu'il tient.
Et je les ai toutes tenues, surtout à ma fille. La foule s'est levée. Alors qu'Émilie et moi quittions la scène, elle s'est penchée et a chuchoté, « Tu n'as pas seulement eu ta revanche, papa. Tu as réécrit la définition du succès. » Et à ce moment-là, entouré non pas de faux amis ou de sourires forcés, mais d'un respect mérité et d'un amour inconditionnel, je me suis enfin senti l'homme le plus riche du monde. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous aux histoires de Lorraine pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge trouve son jour de jugement et chaque trahison trouve son ombre. Restez vigilants, restez forts, et restez à l'écoute.